et messieurs, chers professeurs, chers collègues, chers élèves, merci pour votre présence. Permettez-moi tout d'abord, au nom de tous, souhaiter la bienvenue à notre invité d'honneur, professeur Benoît Pertame. Je suis très content pour la collaboration de notre association de Nice avec le lycée Manzassis, grâce à laquelle nous avons droit à ce bel espace de conférence. Dans ce même espace, il y a 31 ans, j'étais à votre place, en 1992 exactement, ici même, Laurent Schwartz, réputé être peut-être l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, a donné une conférence. C'était ici même. Donc, avant de présenter notre association et notre conférencier, je donne la parole au directeur du lycée Manzassis. Les batteurs, les batteuses, bon après-midi. Merci. Donc, je disais, professeur Pertame est parmi nous en tant qu'invité du MIMS, que je vais présenter très brièvement, si vous permettez. Donc, l'Association méditerranéenne des sciences mathématiques, en abrégé MIMS, a été créée en 2012, dans le but de promouvoir la recherche en mathématiques, diffuser la culture mathématique aussi bien au niveau national que régional. Afin de réaliser ces buts, le MIMS organise des activités parmi lesquelles, je cite, l'organisation d'au moins une conférence internationale par an, le congrès par exemple organisé en l'honneur de Rames Bahri, on est un exemple, l'organisation d'écoles mathématiques africaines conjointement avec le SIMPA, l'organisation de conférences grand public comme celle-ci. Dans ce cadre, nous avons reçu professeur Michael Batia en 2013, Cédric Villani en 2016, Yvan Récland en 2017, Nader Massoudi l'an dernier, et nous avons l'immense plaisir d'accueillir le professeur Benoît Pertame aujourd'hui. Le MIMS publie aussi un journal, le journal Graduate Journal of Mathematics. Il sponsorise des activités de recherche et de vulgarisation mathématique. En fait, la majorité des congrès de mathématiques organisés en Tunisie sont sponsorisés par le MIMS. Le MIMS offre aussi tous les ans un poste de prof invité pour 2 semaines, poste qui porte le nom de Rames Bahri. Le MIMS s'occupe aussi de la sélection des candidats aux Olympiades internationales de mathématiques. Donc le bureau actuel du MIMS, donc Sadr Khaled, président d'honneur, moi-même président, Ali Baroudi, vice-président, moi ici secrétaire général, Mahem Ousmer, ici présent, trésorière, Shida Hassan, Mohamed Benif, ici présent, Nissim Daesh, ici présent, sont des membres. Donc permettez-moi maintenant de présenter le professeur Benoît Pertame. Donc Benoît Pertame est un mathématicien français de grande renommée internationale. Il est actuellement professeur à Sorbonne Université. C'est un éminent chercheur. Il a reçu plusieurs distinctions, dont le prix Péco du Collège de France en 1989, le prix Sizy en 92, le prix Blaise Pascal de l'Académie des sciences en 92, médaille d'argent du CNRS en 1994. Il était aussi conférencier invité au Congrès international de mathématiques de Zurich 1994. Il a reçu aussi la médaille Blaise Pascal en 2013, le prix INRIA de l'Académie des sciences en 2015. Benoît Pertame est élu membre de l'Académie des sciences françaises en 2017 et membre de l'Académie européenne en 2016. Benoît Pertame a toujours répondu présent quand on a fait appel à lui. Pendant plusieurs années, il a formé des dizaines d'étudiants en master à l'école polytechnique de Tunis. Je n'ai pas la notoriété nécessaire pour pouvoir décrire plus en détail ses contributions, mais je sais qu'il est l'un des pionniers des mathématiques appliquées à la biologie. Benoît Pertame, la parole est à vous. Je voudrais commencer par remercier le MIMS et Mohamed Janoubi qui le dirige pour cette invitation. Ça me fait vraiment très plaisir de revenir à Tunis, en Tunisie, depuis pas mal d'années où je n'avais pas pu revenir.
avec les différents événements depuis la fin des années, depuis l'année 2000 où j'enseignais effectivement à l'école polytechnique de Tunis. J'ai eu beaucoup de plaisir d'enseigner ici et d'avoir des contacts avec les étudiants que j'ai toujours trouvé très dynamiques et très intéressés par les mathématiques. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'Alan Turing et des formes de la nature. Donc Alan Turing, tout le monde, je pense, en a entendu parler. Il y a des films sur lui, il y a des livres sur sa vie, il y a des bandes dessinées qui ont été écrites. Donc il a été très popularisé et surtout, en particulier dans tous les livres et tous les films que j'ai vus, on ne parle que de son application dans la cryptanalyse, puisque vous savez qu'Alan Turing, pendant la Seconde Guerre mondiale, a créé une machine, avec ce qu'on appelle un ordinateur maintenant, pour décoder les codes allemands, qui étaient codés avec la machine Enigma, qui est une machine commerciale pour envoyer des messages codés par les entreprises. En faisant cela, Alan Turing crée la première Automatic Computing Engine, donc ce qu'on appelle un ordinateur maintenant, et ce sont des images qui ont été reprises du film que vous voyez ici, de ce premier ordinateur qui était câblé avec des grosses ampoules à base de transistors, donc des choses qui tiendraient sur une petite machine, toute petite maintenant, une calculatrice. Donc on considère généralement qu'Alan Turing est le père de l'informatique. Et le prix Turing est l'équivalent en informatique du prix Nobel dans les autres disciplines ou du prix Abel en mathématiques. Alors il est par contre beaucoup moins connu pour une contribution tout à fait remarquable qu'il publie en 1952 et qui prend le titre The Chemical Basis of Morphogenesis, donc les bases chimiques de la morphogène. La morphogénèse. Donc cet article paru en 1952, vous savez que Alan Turing se suicide en 1954 suite à un traitement chimique puisqu'il est homosexuel et que les lois anglaises à cette époque-là condamnaient l'homosexualité. Il a choisi d'être guéri aussi, si on peut dire, en choisissant un traitement chimique qui l'a rendu dépressif et qui l'a amené à se suicider. La légende nous dit qu'il s'est suicidé en croquant comme Blanche-Neige, en croquant une pomme qui l'aurait empoisonné. On pense que Alan Turing a vu 7 fois le film Blanche-Neige et les 7 mains de Walt Disney. Donc ceci laisse penser que le symbole de la pomme d'Apple que vous voyez sur ces ordinateurs qui marchent aussi bien que vous avez pu le remarquer, c'est que ce serait cette pomme croquée serait un hommage à Alan Turing. On a aussi dit que la première pomme, elle n'est plus comme ça maintenant. La première pomme était avec les couleurs de l'arc-en-ciel, aussi en hommage à son homosexualité, ce qui est complètement faux, parce qu'à cette époque-là, quand Apple a créé cette image, ce n'était pas encore l'arc-en-ciel, n'était pas encore symbole de la diversité. Et donc, on ne sait pas pourquoi cette pomme est croquée dans les petites pommes d'alcool, mais certainement pas pour cette légende. Dans tous les cas, cet article, pour revenir à cet article tout à fait incroyable d'Alan Turing, qui est écrit d'une façon vraiment remarquable. Quand on lit l'introduction, on voit qu'il a vraiment réfléchi à ce qu'est la modélisation mathématique. Quand on regarde la conclusion, on comprend qu'il a fait une analyse extrêmement simple et qu'il le sait. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que dans les années, donc en 1952, l'article est certainement écrit dans les années 50, puisqu'il est soumis en 1951, il avait introduit la notion de morphogène, donc une notion qui était inconnue à l'époque, et donc il a introduit le mot en pensant que toute
toute la morphogénésis, la morphogénèse est liée à des réactions chimiques, à des réactions moléculaires, donc il appelle morphogènes, puisqu'il ne les connaît pas. Et il considère que tout développement résulte en fait de structures qui sortent de ces réactions chimiques entre morphogènes. Et donc ça explique la segmentation, c'est-à-dire quand dans un organisme, souvent pour la drosophile, la mouche, qui se développe au début, ça se développe, les cellules se divisent et ça crée une longue ligne de cellules, et très très vite, il y a des frontières, des segments très très précis qui vont montrer où seront la tête, les antennes, les ailes, etc. Et ça se fait rapidement, et Alan Turing propose un mécanisme pour expliquer ça. Donc souvent on me dit, donc en physique, il y a des principes fondamentaux, hein, vous connaissez tous le principe fondamental de la dynamique, les lois de Newton, les lois de la mécanique quantique, les lois de la relativité. Et on demande souvent, est-ce qu'il y a des principes fondamentaux en biologie? Eh bien, l'un de ceux-là me semble être ce qu'on appelle maintenant l'instabilité de Turing et les formes de Turing qui s'en déduisent. Et qui, grosso modo, maintenant, est considéré comme un mécanisme universel et donc aussi grossier de la création des formes, des inhomogénéités, si vous voulez, dans la nature. Alors, les exemples sont nombreux, hein, vous avez tous, alors surtout chez les poissons, vous avez tous vu ces poissons. Vous avez peut-être certains chez vous dans des aquariums, ces poissons avec des taches ou ces animaux avec des taches. Alors, ici, celui-là, ce départ est intéressant, c'est des taches sur le corps, il y a des bandes sur la queue. Et donc, c'est un phénomène qu'on rencontre assez souvent. Donc ces formes, ce sont souvent des points, donc des spots, des points sur les peulages. Ça peut être des lignes, des bandes, comme certains poissons, comme dans les zèbres par exemple, ce sont des bandes. Là, c'est mon chat. Il a un peu comme le guépard, il est beaucoup plus gentil d'ailleurs. Il a des taches ici et puis des bandes sur la queue. Les oiseaux, ce sont les maîtres des couleurs et des formes dans leur pelage. Ce qui est très intéressant chez les oiseaux, c'est que très très vite dans leur développement, tout début de leur développement, les endroits où sont les plumes se forment extrêmement vite. Donc très très vite, vous avez des formations comme ça de points qui seront en fait les bourgeons des plumes, et ce qui est donc un phénomène extrêmement rapide dans le développement, extrêmement tôt dans le développement, et ce qui s'explique parce que pour les oiseaux, avoir des plumes bien posées, ça veut dire savoir bien voler, et c'est nécessaire pour leur survie. Plus surprenant, les paysages dans la nature ont ces formes qu'on peut dire labyrinthiques, comme cette photo qui a été prise dans les années 40 par cet tableau qu'on voit en haut à droite à Elvis, et voilà des photos un peu plus modernes qui montrent ces formes aussi qu'on trouve dans les paysages. Donc ça semble être un phénomène assez naturel, assez universel. Vous avez ici une autre forme, alors je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est, qu'est-ce que vous voyez à l'écran ici. En fait, cette image, c'est un banc de moules dans la mer du Nord, qui s'est un de moules sauvages qui s'est formé et qui prend cette structure-là. Donc un peu partout, on trouve des formes comme ça. Ce sont des colonies bactériennes. Donc ce sont des bactéries qui sont inoculées au centre de ces assiettes, si vous voulez,
et après elles se divisent, elles bougent, et plutôt, on pourrait penser qu'elles vont se diviser, qu'elles vont bouger en créant une zone circulaire, puisqu'initialement les animaux de façon circulaire, ou presque. Eh bien, pas du tout. Elles s'organisent de façon à envahir cet environnement plein de nutriments, mais de façon intelligente, si je peux dire, une intelligence collective, parce que les bactéries, ce sont des êtres vivants extrêmement simples, qui ont très peu de moyens de communiquer et de prendre des décisions. Eh bien, elles s'organisent collectivement pour créer ces structures-là qui vont leur permettre d'aller chercher les nutriments frais beaucoup plus loin que si elles étaient simplement formées de façon sphérique. Donc on trouve ces structures-là. Donc tout ça, ces formes ont été beaucoup utilisées par des artistes pour reproduire des structures similaires. Là, je vous montre une artiste belge, flamande, qui a créé des structures en laine en imitant un peu les formes de psychologie bactérienne. Alors je voudrais en profiter pour faire une petite digression à propos de la biologie. Jusque récemment, et en particulier pendant une bonne partie du XXe siècle, le problème de la biologie était grosso modo que l'acquisition de données n'était pas très facile. Ce qui fait qu'on avait énormément de modèles mathématiques qui étaient présents en écologie, avec des équations de Lotka-Volterra pour les chémostats, on avait des équations qui avaient été écrites pour décrire comment dans un bioréacteur les différentes cellules se divisent, les organismes vont se multiplier. On avait des équations pour les neurosciences, les équations de Schiller-Strick, qui ont eu un prix Nobel pour avoir décrit précisément en termes mathématiques le fonctionnement, la propagation du signal nerveux. Donc, pendant une bonne partie du XXe siècle, au début du XXe siècle, dans la biologie, vous êtes un véritable artiste. Et l'exemple le plus typique, le plus connu, c'est Haeckel, qui dessinait ces animaux dans les mers, étaient dessinés de façon que sont considérés comme des œuvres artistiques. On les trouve dans les musées. Ce ne sont pas des monstres créés pour Hollywood, ce sont des vrais animaux qui ont été dessinés, coloriés par Haeckel, du fait qu'il n'y avait pas moyen de faire des photographies, d'avoir d'autres méthodes pour les reproduire. Pour donner un autre exemple, cet espagnol, Santiago Ramón y Cajal, a été le premier à décrire précisément, à dessiner précisément des neurones, et pour ce faire, les dessiner à la main, il a créé aussi ces planches qui sont des pièces de musée, précisément. Les choses ont bien changé, et depuis une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, ce qui caractérise la biologie récemment, c'est d'avoir au contraire une avalanche de données avec des moyens de visualisation, d'acquisition d'images, de signaux dans tout genre électriques, magnétiques et tout ce que l'on peut imaginer, qui sont gigantesques et qui sont arrivés très très brutalement, dans les 40 dernières années. Et l'importance de développer maintenant de nouveaux modèles mathématiques et surtout de les comparer aux phénomènes biologiques est devenue beaucoup plus pertinente parce qu'on a des données, des données en grand nombre. Donc aussi le problème de traiter ces données, qui est un autre objet de mathématiques, peut-être beaucoup plus appliqué, plus près de l'expérience, mais quand on a des données qui sortent d'une image ou autre, l'un des objets, les premières choses à faire, c'est de la traiter pour en sortir quelque chose d'utilisable par le biologiste. Et ça aussi, c'est une partie des mathématiques. Alors, pour revenir à ce problème des formes dans la nature, puisque
il semble qu'on trouve ces formes à tous les niveaux, depuis la cellule jusqu'au paysage, donc à toutes ces échelles possibles de taille qu'on a rencontrées dans toutes les images que je vous ai montrées. Eh bien, il doit y avoir une explication universelle, et cette explication universelle, c'est vraiment celle donnée par Alan Turing dans ce texte. Alors, qu'est-ce que nous dit Alan Turing? Donc, qu'est-ce que c'est cette notion de morphogène? Pour parler en termes plus modernes, on parlerait de protéines, de gènes, donc de molécules. Il prétend que dès qu'on a des molécules, on peut créer des instabilités. Et pour cela, on se rend compte tout de suite, assez rapidement, qu'il faut une certaine complexité dans le système. Et la complexité, c'est d'avoir deux types de molécules qui ont des effets différents. Donc, il propose qu'une molécule soit considérée comme activatrice, donc ça va augmenter, si vous voulez, la réaction. Une autre molécule, que j'appelle V, va être au contraire inhibitrice. Et donc, il faut voir cela comme des concentrations à la position X au cours de ce développement, donc sur un axe, et à l'instant T où on se place. On regarde une évolution, donc à différents temps, on va trouver des concentrations différentes, différents temps et à différentes positions. Donc, en termes mathématiques, ce sont simplement deux fonctions de la variable x. X, ça peut être une variable unidimensionnelle, une variable réelle, et t, c'est le temps. Voilà, donc Alan Turing dit bon, ces deux molécules réagissent en créant une réaction chimique. Et il propose que cette réaction chimique crée un équilibre. Et ça, c'est une loi générale de la chimie, c'est que toute réaction chimique est dissipative, c'est-à-dire qu'elle crée de l'entropie, et donc elle va vers un équilibre. Hein, l'entropie, c'est une mesure de l'information, d'organisation de la matière, si vous voulez, contrairement à une énergie qui peut se trouver sous différentes formes, ça peut se trouver sous forme de température, ou au contraire sous forme d'électricité, dans une pile. L'entropie est quelque chose qui va toujours se dissiper, donc l'énergie vous va en créer, vous pouvez en utiliser. L'entropie, elle, vous ne pouvez que... Alors pour les mathématiciens, on l'a fait décroître. Les physiciens aiment bien faire augmenter l'entropie. Pour une raison ou une autre, les mathématiciens mettent un moins devant le signe de l'entropie, donc elle décroît, ça n'a pas beaucoup d'importance. Dans tous les cas, les réactions chimiques forcément dégradent la matière, la qualité d'énergie, si vous voulez, et ça crée un équilibre. Donc ça, c'est l'interaction entre ces deux quantités que j'ai appelées U et V. Maintenant, ces quantités, ces molécules, elles sont réparties dans l'espace. Et pour ce faire, elles bougent. Elles bougent. Alors comment est-ce que bougent des molécules? Eh bien, elles bougent typiquement par diffusion. Alors qu'est-ce que ça veut dire, diffusion? Ça veut dire simplement, donc c'est la théorie d'Einstein, de la diffusion, c'est que si vous mettez des microparticules dans de l'eau, ces molécules rouges sont heurtées aléatoirement par les molécules d'eau, et ce faisant, elles bougent aléatoirement, elles se répartissent aléatoirement dans le bocal, et vont donc finalement, par ces mouvements aléatoires successifs, se retrouver complètement uniformes, homogénéisés dans ce réservoir d'eau. Et donc on va trouver une répartition uniforme de ces molécules. Donc c'est ce qui se passe, si vous mettez un colorant en bleu. Donc c'est la théorie de la diffusion, c'est ce qui se passe quand on bouge aléatoirement, on diffuse. On va c'est-à-dire que si vous mettez des molécules initialement dans une position tout au même point, et bien petit à petit elles vont se répartir de plus en plus comme des gaussiennes, dans ces courbes en cloche, dont on entend parler un peu partout, et voilà, et
au fur et à mesure, elles vont être de plus en plus proches d'un phénomène homogénéisé. Alors, donc pour représenter ça mathématiquement, on est amené à écrire ce qu'on appelle l'équation aux dérivées partielles. Donc une équation des partielles, c'est quelque chose qui décrit d'une part la diffusion moléculaire, donc le processus d'Einstein, et d'autre part la réaction chimique. Ici. Donc ça, cette notation L de UV, G de UV, simplement c'est la façon dont les deux molécules U et V agissent pour créer de la molécule U et de la molécule V où on réduit la concentration. Donc ce qu'on appelle une équation des partiels, c'est simplement ici, vous êtes, je pense que parmi vous, il y a des lycéens. Au lycée, je ne sais pas à quel niveau vous en êtes, mais en principe, vous devez avoir déjà une idée de ce que c'est qu'une dérivée. Et bien simplement, la dérivée, ici, c'est une dérivée de dérivée. Dérivaison, c'est la dérivée d'une dérivée. Et cet objet, qui est la dérivée seconde de la quantité U ou de la quantité V, est intimement lié au processus de diffusion. La théorie d'Einstein est une façon de calculer les coefficients qui sont ici, des 1 et des 2, et qui vous disent à quelle vitesse vous allez vers cette diffusion qui homogénéise. En fait, ce n'est pas tout à fait une vitesse, c'est surtout, si vous regardez nos points de vue homogénéité, c'est surtout quelque chose qui vous dit une longueur. Ça vous donne une longueur de diffusion, et donc la longueur sur laquelle vous allez, en une unité de temps, voir se dissiper la concentration moléculaire. Voilà, donc les équations des partiels, c'est l'objet mathématique que vous allez trouver dès que vous avez du temps et de l'espace. Et donc vous allez vouloir relier les variations d'une quantité en temps et une variation en espace. Donc la concentration ici varie en temps et en espace. Vous pouvez relier les deux variations et c'est cet objet-là qui apparaît. Il y a un autre exemple qui est très célèbre, ce sont les équations de Navier-Stokes qui décrivent comment bouge un fluide. Donc c'est celles qui sont utilisées en météorologie pour calculer la météo de demain. On calcule, on résout les équations de Navier-Stokes avec les données d'aujourd'hui. Donc ce sont des objets qui ont été développés, au tout début par Euler, donc à la fin du XVIIIe siècle. Les exemples les plus classiques, c'est l'équation de Fourier, qui décrit la diffusion de la chaleur, justement, on l'appelle aussi l'équation de la chaleur, c'est la façon dont la chaleur se diffuse. Pour l'électromagnétisme, vous avez les équations de Maxwell dans les années 1850. Voilà, pour la mécanique quantique, vous avez les équations de Schrödinger qui vous décrivent les variations en espace et en temps d'une fonction d'onde. Pour la relativité, vous avez les équations d'Einstein de la relativité qui font la même chose. Donc ce sont des objets qu'on va trouver toujours dès qu'on veut modéliser un phénomène qui bouge dans l'espace et qui a une répartition dans l'espace et qui bouge avec le temps. Alors ce que nous dit Turing, et ce qui est extrêmement contre-intuitif, c'est qu'une réaction chimique qui crée un équilibre, parce qu'elle dissipe de l'entropie, une diffusion qui crée un équilibre, parce qu'elle a tendance à tout homogénéiser, et bien si vous mettez les deux ensemble, vous pouvez créer un phénomène instable, un déséquilibre. Et pour cela, Alan Turing fait un calcul mathématique qui nous dit que c'est possible à condition que la quantité activatrice a une longueur de diffusion courte, donc il est activateur à courte portée, et la partie inhibitrice est au contraire diffusée avec une grande longueur de diffusion, donc un inhibiteur à longue portée. Et il dit, si ces deux conditions sont réalisées, eh bien, vous créez un déséquilibre. Non seulement il le dit, mais il le démontre. Et donc l'essentiel de ce papier que je vous ai montré, c'est une démonstration de l'apparition de ce déséquilibre avec un outil qu'on appelle l'analyse spectrale,
de l'équation linéarisée. Voilà. Donc voilà les conditions de Turing. Donc grosso modo, vous avez deux phénomènes possibles, ou alors vous avez un phénomène stable qui apparaît. Hein. C'est le cas si vous avez par exemple parler d'un phénomène récent, si vous avez un virus qui a un R0 plus grand que 1, on en connaît quelques-uns, et bien ça se propage, et le phénomène se propage de façon stable, et il envahit toute la planète dans l'occurrence, mais c'est aussi vrai pour toutes les espèces qu'on voit maintenant qui vont commencer à s'installer dans des zones de plus en plus fraîches du fait du réchauffement climatique et qui vont envahir les zones nouvelles. Donc ça, ce sont des phénomènes stables, c'est le phénomène opposé de celui de Turing. Et vous avez le phénomène opposé, donc le phénomène d'instabilité de Turing. Vous avez les deux possibilités, ou alors l'invasion, ou alors le phénomène de Turing. Et c'est celui que l'on trouve dans les images que je vous ai montrées jusqu'à présent. Alors vous pourriez me dire, oui, mais dans un paysage, je n'ai pas de molécules, les arbres ne bougent pas, ne diffusent pas, et il n'y a pas de réaction chimique. Alors ce n'est pas très grave. Ce qui remplace ces deux conditions de Turing, c'est simplement les compétitions pour l'accès à l'eau. Et ça, c'est sauvé par les racines. Et au contraire, l'inhibition, c'est la protection donnée par les arbres contre la chaleur, contre le soleil. Et donc vous avez, dans les zones où vous trouvez ce genre de paysage, vous avez des racines très très longues, et donc qui vont être en compétition pour l'eau à longue portée, et au contraire, une opération, si vous voulez, pour l'ombre à courte portée, donc à la taille du paysage. Donc voilà, les deux échelles de taille, c'est les racines et l'arbre, et les compétitions, l'inhibition et les deux molécules, si on place deux molécules, c'est l'ombre et l'eau. Et donc c'est le même phénomène qui est utilisé dans les modèles d'apparition de ce type de paysage. Donc ça, c'est un papier complètement théorique. Hein. Le papier ne contient aucune expérience, ne contient aucune quantification de cette théorie. Et en fait, savoir si cette explication mathématique est vraie ou pas, c'est-à-dire qu'on peut vraiment l'observer et la comparer à des expériences précises, n'est pas possible en 1952. Donc les premières validations de ces phénomènes, ce sont des validations numériques. La première chose que les scientifiques ont fait, c'est à partir de l'apparition des calculateurs dans les années 70, c'est de se dire, puisqu'on a des équations, on peut les résoudre maintenant numériquement sur un ordinateur, et à partir des années 70, on a des simulations numériques de ces équations de type, ce sont des équations qu'on appelle réaction-diffusion maintenant, ce qui me mène à une petite digression encore une fois pour vous expliquer que quand on veut faire par exemple une simulation numérique d'une réaction chimique, mais c'est vrai aussi de tous les phénomènes physiques, on ne va pas simuler directement les molécules et la réaction chimique. On peut le faire, ça s'appelle les méthodes de Monte Carlo, mais ce n'est pas la méthode la plus efficace quand on a énormément de molécules, comme dans le cas qui nous intéresse. Donc ce que l'on fait, c'est on modélise le phénomène de réaction chimique par des équations dérivées partielles, et après, on résout l'équation dérivée partielle. Donc c'est ce qui a été fait ici, et dans les années 80, il y a ce magnifique livre de Hans Meinhardt, qui s'appelle The Algorithmic Beauty of Seashells, dans lequel il simule des équations de Turing pour expliquer la forme de certains coquillages. Et vous retrouvez ici des images qu'il y a dans son livre, où à chaque fois vous avez le coquillage dans la nature et la simulation numérique de l'équation qu'il a utilisée pour représenter ce coquillage. Et donc en haut, vous avez trois exemples de coquillages.
Et en bas, vous avez un poisson et une simulation numérique qui représente ça. Voilà, donc à partir des 70, on a la capacité de calculer, de simuler, de faire des simulations numériques, de résoudre ces équations sur les ordinateurs et de les comparer à des objets de la nature. Et du coup, on a eu énormément de structures de Turing qui sont apparues avec des structures en spot. Donc, comme on a vu, il y a souvent des structures en spot, en point, des structures plus labyrinthiques, comme celle-ci ou celle-ci, ou des structures plus organisées, comme celle-ci, qui apparaissent naturellement. Les structures de colonies bactériennes ont particulièrement intéressé mon équipe. On s'est beaucoup travaillé avec une équipe de Paris Sud, de Dorsey, sur l'apparition de ces choses-là. On connaît des modèles mathématiques qui représentent le fonctionnement de ces colonies de bactéries, et donc on est capable de faire des simulations numériques qui représentent ces structures. Donc ce que l'on dit simplement dans un exemple comme ça, c'est qu'il y a typiquement trois quantités d'intérêt. Ce sont les bactéries elles-mêmes, la densité de particules de bactéries. On parle d'expériences où il y a des centaines de milliers, peut-être des millions de bactéries. Donc on considère une densité de bactéries, comme on parlait de densité moléculaire tout à l'heure, de concentration moléculaire. Donc on parle de densité de bactéries, on parle de nutriments. Ces bactéries bougent parce qu'elles veulent aller accéder aux nutriments. Et les bactéries peuvent se figer quand elles nagent dans une espèce de film d'eau très fin. Et quand elles sont divisées, qu'il y en a trop, elles se bloquent, elles ne peuvent plus nager parce qu'elles ont des filaments assez longs pour pouvoir bouger. Et donc elles se figent. Et ce que vous voyez sur cette structure ici, ce sont simplement les bactéries qui sont figées parce qu'elles peuvent bouger. Et donc les modèles mathématiques représentent parfaitement ce genre de choses. Vous avez une autre structure qui est très très proche et qu'on trouve dans certaines réactions chimiques cette fois-ci. Ce sont un peu les mêmes structures parce que ce sont en fait les mêmes lois d'interaction entre différents composantes chimiques que les lois d'interaction entre les bactéries et les nutriments. Il y a une molécule qui est consommée et une autre qui précipite. Et donc vous trouvez ce genre de structure aussi dans les réactions chimiques qu'on peut reproduire. Alors, donc tout cela ne nous dit pas toujours si c'est vrai. Donc ce que nous disent ces simulations numériques, c'est que Turing avait raison, que quand on prend des systèmes de type Turing, si on met des longueurs de diffusion très différentes avec un activateur, un inhibiteur, eh bien on a toujours une réaction, une création de forme de Turing. Ça ne nous dit toujours pas si c'est vrai. Et la première observation reproductible de structure de Turing, maintenant cette fois-ci sur une expérience en vrai, non plus sur un ordinateur, n'arrive qu'en 1990. C'est un papier de De Kepper qui crée la première réaction chimique qui forme des structures de Turing. Donc à partir des années 90, on a énormément de réactions chimiques qui sont créées, qui sont exactes, dont on connaît les lois de réaction et qui sont exactement décrites par un phénomène, par des équations comme celle que proposait Turing. Et à ce moment-là, on a beaucoup d'exemples de réactions chimiques bizarres, comme celle-ci, qui est en fait une réaction chimique qui est périodique
donc elle s'arrêterait jamais, l'insertion de simulation numérique, c'est pas vraiment la réaction, et qui a l'air de contredire ce que je vous disais tout à l'heure, que les réactions chimiques vont à l'équilibre. En fait, la contradiction, c'est simplement que ces réactions se vont à l'équilibre extrêmement lentement. Et donc, sur une échelle de temps très longue, vous allez voir ce phénomène périodique qui apparaît, et c'est simplement sur le très long terme pour la dissipation. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, qui sont découvertes par les Russes, par Lesov et Zavodritsky à partir des années 70, et que personne ne croit d'ailleurs au début. Hein, ça contredit tellement les théories connues sur les réactions chimiques et ce qui était observé, on l'a vu mal les croire. Voilà, donc ces phénomènes apparaissent un peu partout. L'un des enjeux, pour ne pas rester uniquement sur des questions un petit peu théoriques, qui sont d'expliquer ce que l'on observe, comment est-ce qu'on les utilise en pratique. Donc en médecine, on essaie de comprendre les croissances de tissus en général, pas seulement les croissances tumorales, mais comment se forment des croissances tumorales, en particulier pourquoi certaines tumeurs ont des formes bien sphériques et d'autres au contraire ont des formes qui sont plus qui commencent à créer des instabilités. Donc tout ça, ça se fait avec des équations partielles, puisque sur l'échelle de temps d'une croissance d'un tissu en général, eh bien, vous devez prendre en compte la croissance spatiale et l'évolution temporelle avec bien sûr des échelles de temps très différentes. Et donc on a des équations qui décrivent ça et qui sont proposées en fait par les mécaniciens. C'est le domaine de la mécanique qui est ici représenté. Donc on arrive à expliquer pourquoi on a des structures quand on regarde en laboratoire, pourquoi on a des structures comme ça de sphéroïdes qui croissent avec parfois la mort cellulaire au milieu, qu'on reproduit très bien avec les équations actuellement. On comprend pourquoi dans certains cas, justement, on commence à avoir des instabilités sur le bord de la tumeur en croissance, avec une position au milieu, un corps nécrotique où les cellules sont mortes, ce qui est observé dans les croissances tumorales. On trouve ce genre d'instabilité qui sont assez proches des instabilités qu'on trouve en mécanique des fluides et qui expliquent des structures dendritiques comme ça dans certains tissus. Donc tout cela, c'est utilisé par des groupes, il y en a plusieurs dans le monde qui essaient de prévoir la croissance d'une tumeur à partir d'images d'un patient et de faire de la prédiction individualisée à partir d'images d'un patient pour savoir quel est le meilleur traitement à donner. On comprend comment les cellules s'organisent collectivement aussi, en communauté, en petits groupes, pour commencer à bouger, à quitter une cellule, une tumeur par exemple, et une métastase. Donc tout ça sont des phénomènes qui sont extrêmement étudiés en mathématiques maintenant. Donc comment ces mouvements collectifs de cellules se font et quels sont les mécanismes qui sont derrière cela. Ici, ce que je voulais faire, je ne sais pas si le temps va permettre de le faire, ce que je voulais vous donner comme idée ici, c'est de comprendre on va essayer d'agrandir pour que vous voyez mieux, de comprendre la difficulté mathématique qui est derrière ces questions, c'est qu'elles sont souvent multi-échelles. Donc, souvent, les problèmes de discrétisation, de représentation de la réalité sont compliqués parce que vous avez un phénomène qui se passe à une échelle très petite, par exemple l'échelle d'une cellule qui est de l'ordre du micromètre, et qui va s'organiser à l'échelle d'un organe qui est de
plusieurs centimètres, une dizaine de centimètres. Et donc vous avez ces deux échelles d'espace qui doivent être représentées dans une même équation. Sans écrire les équations, c'est pas possible, c'est pas difficile. Mais ce qui est très difficile, voire pas possible, c'est de les résoudre numériquement. Vous n'allez pas pouvoir résoudre sur un ordinateur quelque chose dont vous devez représenter ce qui se passe à l'échelle millimétrique si vous devez le calculer sur plusieurs centimètres. Ça demanderait beaucoup trop de temps de calcul. Et donc les questions sont de comprendre quel est l'effet de cette échelle individuelle sur le comportement collectif. Vous n'avez pas besoin de connaître chacun des individus et sa trajectoire précise pour comprendre les phénomènes moyens. Donc c'est ce qu'on appelle l'analyse multi-échelle. Ici, vous voyez sur un exemple de bactéries, où vous avez des bactéries qui bougent comme ça, tout aléatoirement. Mais si vous regardez bien, vous avez au milieu une bande claire qui représente l'ensemble des bactéries. Les bactéries, les grosses bactéries que vous voyez sont des bactéries qui sont fluorescentes. Et donc on voit très bien, mais derrière vous avez tout un background de petites bactéries, enfin ce sont les mêmes bactéries, mais qui ne sont pas fluorescentes, donc on ne les voit pas, mais elles créent derrière une espèce de bande blanche. Et ce qui nous explique qu'en fait, le résultat de tous ces mouvements aléatoires, de toutes ces bactéries, de ces milliers de bactéries qui bougent ensemble, et bien finalement c'est qu'il y a une bande collective, une bande qui bouge légèrement vers la droite, de la gauche vers la droite quand on regarde le film. Et donc l'une des questions mathématiques est comment je calcule la vitesse de cette bande collective, qui est le mouvement collectif des bactéries qui vont vers la droite, alors que chacune de ces bactéries fait un mouvement extrêmement compliqué. Donc c'est ce qu'on appelle l'analyse multi-échelle en mathématiques et qui a été très utilisée, par exemple, pour comprendre le mouvement de l'air qui nous entoure en prenant en compte les molécules qui constituent cette atmosphère. Donc si vous voulez décrire les molécules d'oxygène autour de vous, vous utilisez les équations qu'on appelle les équations de Boltzmann, qui sont chères à Cédric Villani, qui a pu venir aussi ici, je pense, et qui décrit le gaz à l'échelle de la molécule. Mais ça ne sert à rien si vous voulez calculer la météo. Pour calculer la météo, vous pouvez calculer des équations beaucoup plus macroscopiques, qui sont les équations de Navier-Stokes, et qui sont dérivées par l'analyse multi-échelle des équations de Boltzmann. Et donc on arrive assez bien, dans ce cas de ces bactéries, à comprendre leur mouvement précis et à fitter des données expérimentales précises avec les modèles mathématiques. Voilà, donc je vais peut-être arrêter ici. Donc ce que je voulais vous montrer d'abord, c'est que les mathématiques ont des choses à dire sur les sciences de la vie, en particulier pourquoi ces structures, ces patterns de Turing apparaissent. Je voulais aussi vous convaincre que les mathématiques sont la représentation par des équations différentielles sont une étape nécessaire avant de faire des simulations numériques. Vous ne pouvez pas simuler directement la réalité, vous devez passer par les équations que je vous ai montrées. Et que tout ça non seulement explique ce qu'on observe, mais aussi ont des applications concrètes et pas seulement et concrètes et quantifiées, et pas seulement des explications générales. Je voudrais aussi insister pour rappeler qu'il y a aussi des questions conceptuelles derrière, qui sont des conditions mathématiques d'aujourd'hui difficiles, comme ces passages à l'échelle multi-échelle, quand on veut comprendre un phénomène collectif à partir de comportements individuels. Et ce qui se développe d'ailleurs en ce moment énormément dans la communauté, ce sont des questions sociales, comment des consensus se forment dans une société, par exemple, qui sont des mêmes types de problématiques. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis prêt pour les questions s'il y en a. Merci beaucoup, Benoît. Alors, si vous avez des questions, je préfère commencer par les plus jeunes. N'hésitez pas à poser vos questions.
questions, remarques? Bonjour, je m'appelle Ahmed Salim et je voulais juste vous demander, c'est qui votre idole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré pour devenir comme ça maintenant? J'ai pas bien compris, c'est votre idole. Votre idole, si quelqu'un vous a inspiré dans le domaine des maths. Votre modèle, quelqu'un qui vous inspire. Tu peux répéter, moi, j'ai pas compris la question. Est-ce que vous avez un idole ou quelqu'un qui vous inspire? Si oui, qui? Quelqu'un qui vous a inspiré. Pour devenir mathématicien. Oui, alors, ça c'est une bonne question. C'est pas Turing. Donc, la réponse, au moins une réponse négative, c'est que c'est pas Turing. Pas vraiment sur les mathématiques, pas vraiment sur les mathématiques pour la biologie, parce que en fait, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, la France n'était pas extrêmement intéressée par ces problèmes, enfin en mathématiques du moins. Et l'école mathématique de biologie était quasiment réduite à 2-3 équipes en France, pas plus, même pas vraiment des équipes, des individus. Donc il y avait très très peu de monde en France. Et donc ce qui m'a inspiré, c'est justement le vide, l'absence de ce domaine en France. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose et commencer à s'intéresser à ces problèmes-là. Ce qui n'est pas vrai en Angleterre. Par exemple, en Angleterre, vous avez beaucoup de scientifiques qui se sont intéressés à modéliser les sciences du vivant très tôt. Darcy Thompson est très connu au début du XXe siècle pour avoir fait ce genre de voir des concepts géométriques en sciences du vivant. Et donc en France, ce n'était pas le cas, et c'est ça qui m'a inspiré, c'est le manque de développement des mathématiques pour les sciences du vivant en général. Autre question? Alors, j'ouvre les questions pour tout le monde maintenant. Salma. Alors, merci, professeur, pour ce très bel exposé. Ma question est, où en est-on des traitements personnalisés? Du traitement personnalisé. Vous disiez que l'objectif, c'est de faire un traitement personnalisé. Alors, pour le cas précis dont je parlais de décrire à partir d'images, en fait, la difficulté, c'est que les gens essaient de se concentrer sur les cancers qu'on ne peut pas traiter autrement. Et ce sont toujours en particulier les cancers du cerveau. Et ça n'avance pas très vite, il faut bien le dire. Donc de ce côté-là, la réponse est plutôt négative. Et les progrès viennent plutôt des progrès de la génétique et des nouveaux traitements qui sont inventés. Mais le traitement génétique lui-même utilise des données mathématiques. Donc c'est pas ce type de mathématiques qui sert, mais d'autres. Merci. Autre question? D'après votre point de vue, comment ce domaine se développera dans les prochaines années? Répétez parce que le micro est en très mauvaise qualité. D'après votre point de vue, comment ce domaine se développera dans les prochaines années? Alors, oui, ça aussi, c'est une très très bonne question. Alors, ce que j'observe en France,
c'est que depuis une dizaine d'années, il y a énormément de demandes de mathématiques pour la biologie. Que ce soit dans les domaines de l'agronomie, avec ce qu'on appelle l'Institut national de recherche en agronomie, qui veut quantifier de plus en plus avec des modèles toutes les questions qui regardent en agronomie, hein, enfin, au sens large. Hein. Mais c'est vrai aussi de laboratoires universitaires de biologie qui ont besoin d'enseigner des bases mathématiques et qui sont contents de recruter des mathématiciens qui s'intéressent un peu à la biologie pour l'enseigner. C'est vrai aussi d'instituts d'informatique qui font de plus en plus de l'informatique pour la biologie, donc besoin de modélisation pour la biologie. Et donc depuis une dizaine d'années, il y a une énorme demande et qui ne faiblit pas dans ce domaine-là. Et le problème, c'est pas un problème de manque de postes, c'est au contraire un manque de candidats. Donc je ne sais pas vous dire combien de temps ça durera encore, mais c'est un phénomène qui n'arrête pas et qui continue depuis une dizaine d'années. Qui est bien sûr pas aussi massif que ce qu'on a pu observer avec les maths financières. Alors, dans les maths financières, les banques ont tellement recruté d'ingénieurs que c'était massif. Là, on est sur on est sur des formations de niveau recherche, un niveau de thèse, donc qui sont beaucoup plus sélectifs que ce qu'on voyait en maths financières. D'autres questions ? Voilà, ma question se rapporte à la place des mathématiques appliquées à la biologie dans la validation des traitements médicaux. Est-ce que, on entend dire par exemple que suite à la Covid-19 et à la précipitation qui a découlé de la propagation non maîtrisée de la pandémie, certaines compagnies ont gagné du temps dans les processus de validation de certains traitements. Certains traitements dont la validation demandait un certain temps ont eu leurs autorisations de mise sur le marché dans certains pays avant temps. Ma question en rapport avec ceci, est-ce que vous pensez que la modélisation mathématique dans le domaine de la biologie va permettre de gagner raisonnablement certaines étapes de validation des traitements avant les autorisations de mise sur le marché? Parce qu'actuellement, dans tous les pays qui se respectent, le test clinique reste le test salvateur pour décider de oui ou non on met le médicament sur le marché. Oui, là on touche à une autre question. Alors, pour la validation sur les patients, me semble, on cherche les effets secondaires rares, les effets secondaires grossiers, on les voit tout de suite sur les effets de phase 1 ou 3, il y a pas aussi. Donc là on parlerait d'effets extrêmement rares qui pourraient apparaître, et ça je pense qu'on n'a pas le choix que de tester sur les phases 3 complètes. Là où les mathématiques apparaissent beaucoup plus tôt, c'est dans le choix des molécules, des médicaments. Donc là, les mathématiques ont quelque chose à dire, parce qu'elles vont permettre de commencer à sélectionner des candidats molécules pour une certaine cible thérapeutique. Et plutôt que de tout tester expérimentalement, ce qui pourrait prendre énormément de temps et coûter énormément d'argent, un premier criblage mathématique à partir de modèles mathématiques va commencer à aller sur le terrain et à donner des candidats molécules qu'après on pourra tester réellement de façon plus traditionnelle sur des patients, sur des expériences. Donc ça, c'est là que je pense qu'on trouve le plus de mathématiques, en particulier ces modèles où il faut faire coïncider une molécule avec une cible. Ça peut être des épreuves de très haute complexité mathématique et d'avoir des nouvelles méthodes plus efficaces et très demandées dans le domaine de la pharmacie. Et là aussi, on le voit plutôt dans le domaine du traitement des données.
l'optimisation. Alors, merci pour... merci, monsieur. Et ma question, c'est quoi votre pensée? Il ne marche pas. Alors, merci monsieur pour votre exposé. Et ma question, c'est quoi votre conseil pour les étudiants du maths, puisque nous sommes des étudiants du maths appliqué statistique de l'environnement à l'Institut supérieur de Bruxelles. Merci. Alors, je pense que l'école tunisienne de mathématiques est excellente. En particulier dans le domaine dont je parlais, les équations différentielles, il y a une très très longue tradition dans les écoles tunisiennes, en particulier à l'université, à l'école polytechnique dont on parlait tout à l'heure, et aux écoles d'ingénieurs, de très longue tradition dans ce type de sujet. Et donc, je pense que c'est effectivement une opportunité aussi ici de développer ce genre de questions qui sont vraiment très très sous-représentées, j'allais dire, par rapport aux applications de mathématiques à la physique. Dans toutes ces écoles, dans tous ces groupes de mathématiciens qu'on trouve en France, mais j'imagine que c'est la même chose en Tunisie, on a toujours en vue toutes les applications possibles à la physique des fluides, de quantique, etc. Et on en trouve très peu en biologie. Donc je pense qu'il y a aussi les mêmes opportunités ici qu'il y a en France. D'autres questions? Oui, bonjour professeur. Donc, je suis M. Gélani, professeur de mathématiques pour René Descartes, et j'accompagne des élèves qui se posent des questions, parce qu'en fait, vous connaissez avec la réforme bancaire, un élève, pour passer le bac, il ne peut prendre que 2 spécialités. Il ne peut pas faire maths, physique et SVT. Voilà, c'est dans le système français, il faut choisir 2 spécialités parmi plusieurs. Alors, les élèves qui sont ici, qui veulent par exemple s'orienter dans ce domaine, dont vous parlez depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'il doit choisir comme spécialité pour réussir dans ce domaine? Est-ce qu'il peut prendre maths et physique? Ou est-ce qu'il doit prendre maths et SVT? Ou est-ce que on maths en informatique? Les aspects informatiques et biologiques ont été extrêmement développés, sont aussi extrêmement développés. Donc, tous ces domaines d'interaction, que ce soit la physique avec la biologie, a explosé. Ce sont des nouveaux concepts de physique qui sont apparus en regardant la matière vivante. Donc, je pense que toutes les interdisciplinarités avec la biologie sont toutes très favorables actuellement. Les grands progrès de la science actuelle sont toujours l'interaction entre 2 sciences. Et en particulier, tout le progrès des moyens de mesure en biologie, c'est quand même l'interaction entre la physique et la biologie. Donc ma réponse c'est oui, faites des mathématiques, mais si vous aimez l'informatique, n'hésitez pas. Il y a aussi des moyens d'interagir avec les sciences du vivant en informatique, en physique. Toutes les 3 interdisciplinarités sont bienvenues et sont nécessaires et se développent très vite. Donc, pour vous donner un exemple, 25% de l'activité de l'INRIA actuellement, donc l'INRIA c'est l'Institut en France qui est un institut de recherche spécialisé dans l'informatique, 25% d'activité maintenant orientée vers les sciences du vivant. Et je pense que quand on regarde les grands sujets de société actuellement, qui sont la biodiversité, l'adaptation des espèces au changement climatique, les épidémies, les grandes épidémies qu'on a pu séduire et celles qui vont venir, plus le vieillissement de la population, ça fait que de toute façon ces questions-là sont au cœur de notre société.
et que tous les outils pour arriver à progresser sont bien pris. Donc voilà. Merci M. Benoît pour cet exposé. Ma question, est-ce que le modèle de Turing, c'est lui qui est seul qui explique la diversité du monde vivant actuel? Ah. La seconde question, est-ce qu'avec ce modèle, vu les changements climatiques actuels auxquels on vit, est-ce qu'on peut prédire la nouvelle distribution du monde vivant? Dans quel sens? Dans le sens c'est-à-dire de prévoir l'aire de répartition des espèces en relation avec les changements climatiques ou les changements globaux qu'on vit. Merci. Oui, donc ce sont deux questions qui demanderaient beaucoup de discussions. Est-ce que le modèle de Turing explique réellement toute la diversité de formes de nature? C'est un mécanisme, universel que j'ai voulu présenter dans cet exposé, qu'on trouve à chaque fois. Donc, longueur de diffusion, activation, inhibition, ce sont des phénomènes qu'on trouve toujours. Quand on veut précisément expliquer la segmentation dans la drosophile ou autre, bien sûr, on va aller chercher des expériences beaucoup plus fines, et le modèle à l'échelle, disons, macroscopique que je présentais ne sera plus suffisant. Et on va aller chercher ce qui se passe à une échelle en dessous, à l'échelle microscopique. Et alors là, bien sûr, le modèle Turing ne s'applique plus. Et donc, souvent, quand on veut grossièrement expliquer ce qui se passe, on va trouver un mécanisme de Turing. Après, il faut aller voir plus précisément ce qui se passe dans quelle expérience, aller voir quel est le comportement individuel des cellules ou des molécules qui va expliquer ce qu'on a observé au niveau macroscopique. Voilà, donc le modèle de Turing, c'est le modèle macroscopique à l'échelle la plus grossière. Qu'est-ce qui se passe à l'échelle en dessous? Ça, Turing ne le dit pas, il faut voir l'expérimentateur qui va l'expliquer. Quelle est la relation avec les phénomènes d'adaptation en changement climatique? Là, c'est un peu plus compliqué d'expliquer, c'est vraiment une relation, hein. Ça paraît être deux mondes différents, ce n'est pas si vrai que ça, parce que dans les phénomènes d'adaptation en général, au changement climatique ou pas, il y a des faits que pour ça, il y a l'adaptation individuelle qui peut se produire, mais là on va parler d'adaptation aussi à plusieurs échelles, parce qu'on va voir l'échelle de la vie d'un individu, et puis le nombre de descendants qu'il va falloir pour créer une adaptation collective, donc une évolution de l'espèce pour s'adapter à des nouvelles conditions. Et quand on regarde là, ici aussi, on a deux échelles. On va avoir l'échelle de l'individu, si on veut, et l'échelle de l'évolution qui est beaucoup plus longue. Et donc là aussi, il y a un peu des phénomènes similaires qui vont apparaître et si on veut, le principe de Darwin, hein, de la sélection d'un individu, du fittest, du mieux adapté, ça peut se voir comme un spot dans ces expériences. Hein. C'est un peu la même chose. Est-ce que les mathématiques peuvent s'appliquer sur toute chose dans la vie réelle, le sport, toute chose? Les mathématiques du sport, bien sûr, oui. Pas que le sport. Je vais parler, ça veut dire toute chose dans la vie réelle. Oui, les mathématiques servent à tout. Je ne suis pas spécialiste des mathématiques du sport, mais quel que soit le sport que vous aimez, vous pouvez y voir des mathématiques. Je vais vous donner un exemple simple.
c'est que quand vous tirez, vous faites un shoot dans un ballon, il ne suit pas les lois de Newton. Il fait, si c'est moi, oui, il va faire une parabole, comme le prévoit Newton. Quand vous avez devant vous un joueur professionnel, le ballon ne fait pas une parabole, parce qu'il va lui donner un effet qui fait que sa trajectoire va changer, va pas suivre le frottement de l'air avec le ballon, va changer la trajectoire, ce qui rend très compliqué pour le goal de la prédire. Mais il y a pire que ça. Les grands joueurs de football arrivent à lancer des ballons qui vont passer à un régime où le frottement avec l'air est très faible. Parce que le frottement avec l'air ne prend pas la vitesse. C'est vraiment l'impression que vous pouvez avoir. Si le ballon va suffisamment vite, le frottement avec l'air va être réduit. Et du coup, le ballon va aller quasiment tout droit et va bien sûr ralentir. Et quand il va ralentir, l'effet du frottement de l'air et de la rotation du ballon va se mettre en place. Et vous voyez des joueurs qui lancent un ballon et vous avez l'impression que le ballon fait un angle tout d'un coup. Et ça, c'est de la physique du sport, du ballon de football. Et dans tous les sports, si vous regardez, vous avez des questions de mathématiques. Comment un coureur de sprint doit optimiser sa trajectoire, sa vitesse. Il ne peut pas être tout le temps au maximum de sa vitesse. Il va falloir qu'il optimise sa vitesse. Donc ça, ce sont des questions mathématiques qui sont regardées. Il y a énormément de mathématiques du sport en ce moment. Très développé en France à cause des Jeux Olympiques l'année prochaine. Je ne suis pas sûr que le financement continueront dans le temps. Oui, bonjour. Alors j'ai une question, ça marche, qui est un peu un sujet par rapport à la thèse de Turing. C'est un rapport à Turing, par rapport à la conférence. On a entendu parler récemment de ChatGPT et d'intelligence artificielle. Et d'après vous, la thèse de Turing, si vous pouvez nous expliquer un peu comment vous expliquez, et si les intelligences artificielles actuelles passent le test de Turing, ou si ça sera encore dans les années à venir. C'est ma question. Je vais répondre à la question, c'est l'intelligence artificielle et... Si l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, dont on a entendu parler récemment, ou bien une future intelligence artificielle passera le test de Turing. Le test de Turing, si vous pouvez nous expliquer un peu de ce que c'est. J'ai beaucoup de collègues qui s'intéressent actuellement à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour résoudre les équations différentielles. Donc, si vous connaissez une base de données suffisamment grande de solutions d'une équation, c'est peut-être plus la peine de la résoudre. Il suffit peut-être de demander à un algorithme d'intelligence artificielle de vous donner la réponse à la simulation suivante que vous voulez faire. Donc l'utilisation à la fois pour résoudre des équations et pour trouver des schémas numériques aussi, parce que pour les résoudre c'est pas facile. Donc d'avoir de l'intelligence artificielle qui vous crée directement le code, ça beaucoup de collègues s'intéressent à savoir si ça marche et si ça marche ou pas. Donc c'est un domaine très actif. Alors, peut-être une dernière. Bonjour. Il y a pas très longtemps un projet d'exploitation pétrolière dans l'Alaska qui s'appelle un projet PILO qui a été approuvé par les États-Unis. En fait, ils font un projet d'exploiter plus de 576 millions de barils de pétrole pendant environ 30 ans. Pensez-vous que cela va impacter la biodiversité et en fait les chaînes et l'écosystème des animaux et tout ça?
Je ne connais pas ce projet particulier, mais enfin, l'histoire de la prospection pétrolière et de l'exploitation pétrolière nous montre que les désastres écologiques qui s'en suivent, enfin pas seulement pétrolière d'ailleurs, hein, de toutes les matières premières, c'est dans des catastrophes écologiques, oui, qui sont on le sait, c'est pas une question, il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder l'histoire. La question peut-être plus subtile, c'est que les industriels nous disent nous on mettra tout comme c'était avant, on sait le faire, et est-ce qu'on les croit, est-ce qu'on les croit pas? Mais tant qu'on consommera du pétrole, il y en a qui iront le chercher, il ne faut pas non plus rêver, les premiers responsables, c'est quand même les utilisateurs. Alors je pense qu'on va arrêter. Je vous demande s'il vous plaît d'applaudir la dernière fois. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois.